Les reporters de Visionary Marketing se sont rendus à l'événement Paris Retail Week 2024 dont nous sommes partenaires médias afin de faire le point sur la fraude et le rôle de l'IA. Nous avons passé en revue quelques retours d'expérience sur cette menace en magasin et pour l'e-commerce et les parades proposées par l'intelligence artificielle. Pour cela, nous avons rencontré Gilles Bijawi, responsable de l'ACX chez Fujitsu, Customer Experience étant le nom de la division retail chez Fujitsu. Dans cette interview réalisée dès l'ouverture du salon, il nous a fourni de nombreuses informations sur les chiffres de la fraude et a décrit les solutions IA destinées à la combattre. Des solutions qui sont désormais bien déployées depuis 2 ans. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, quand l'IA combat la fraude en magasin et sur les sites web, avec Gilles Bijawi de Fujitsu sur le salon Paris Retail Week 2024. Eh bien, nous sommes en direct du Paris Retail Week 2024. Je suis avec Gilles Bijawi. Vous êtes responsable du retail chez Fujitsu. Alors, Fujitsu, on connaît et en même temps, on ne connaît pas. C'est une entreprise maintenant de services essentiellement. Et là, dans ce secteur de la distribution. Oui, bonjour. Donc, Fujitsu, c'est une entreprise japonaise qui a 90 ans cette année. On est un peu plus de 130 000 personnes dans le monde, 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires ce qu'on appelle Customer Experience ou Retail plus communément pèse un peu plus de 20% de notre chiffre d'affaires qu'on distribue partout dans le monde et c'est principalement des services, soit des plateformes comme le Point of Sales ou l'e-commerce, mais également des services d'intégration, de conseil et d'infrastructure autour du retail. Et puis une entreprise qui est conséquente, 130 000 personnes pour 33 milliards de... La 8e société de services de technologie dans le monde. Et alors, nous allons parler de votre expérience, justement de cette Customer Experience, cette expérience client, pour faire ensemble un panorama des solutions d'intelligence artificielle, puisque c'est le thème du salon aujourd'hui, Retail Agents, pour prévenir et réduire les fraudes chez les commerçants et les e-commerçants. Alors là, première chose, c'est cette histoire de réduction de fraude par l'IA, c'est l'impression qu'on en entend parler depuis très longtemps, mais qu'on ne la voit pas beaucoup sur le terrain. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de véritablement éclore aujourd'hui ? Oui, en fait, on peut voir que sur les 5 dernières années, on l'a vu de façon répétitive, que ce soit à la NRF ou ici à la Paris Retail Week, comme quelque chose qui venait de façon récurrente, mais qu'on ne voyait pas apparaître en production ou réellement sur le terrain. On peut dire que depuis à peu près 2 ans, ça a complètement changé. Je pense que l'après-Covid, notamment, a accéléré pour ce cas aussi beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce sont des technologies qu'on trouve en production dans beaucoup de retailers, quelle que soit la taille, donc pas seulement des très grands, mais aussi des chaînes plus petites. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Il y a plusieurs types d'IA. On sait qu'il y a de l'IA, on va dire simple, mais aussi l'IA générative. Donc, il faut la distinguer parce que c'est un autre type de technologie. Et aujourd'hui, ça fonctionne, c'est en production dans plusieurs grandes chaînes et les retours sont excellents, c'est-à-dire la performance, la réduction du vol, quel que soit ce vol, qu'il soit interne par des salariés ou des marques inconnues, on va dire, aujourd'hui est largement réduite, soit pour le commerce physique ou l'e-commerce. Bon, effectivement, j'ai bien fait de venir parce que ça fait longtemps qu'on attend ces solutions. Maintenant, on voit qu'elles sont mûres et ça devient très intéressant. Alors, avant de parler de la réponse à la menace, il faut parler, comme toujours en cybersécurité, de la menace elle-même et de la fraude. Alors, vous avez parlé de la démarque inconnue. Il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi de la fraude sur les paiements. Alors, il y a 2 types de fraude aujourd'hui. On va dire la fraude dans les magasins physiques qui est pour un peu plus de la moitié liée au vol dans le magasin et pour à peu près 40% liée aux employés. D'accord ? Quand on parle e-commerce, là, on est vraiment sur la fraude plutôt liée au mouvement électronique. Donc, c'est soit le paiement, soit l'usurpation d'identité, ce qu'on appelle le phishing aussi. Donc là, on est sur quelque chose de plus complexe, mais qui crée plus de dégâts.
Si on compare, la fraude sur les plateformes e-commerce pèse presque 20% du chiffre d'affaires du e-commerce dans le monde. Donc c'est quelque chose d'énorme, alors que si on compare le vol ou la fraude en magasin, c'est 2 à 3% seulement. Donc on voit qu'on est sur une autre échelle avec le e-commerce. C'est lié aussi au volume des transactions qui a explosé, notamment durant le Covid et puis après le Covid. Mais une bonne nouvelle, c'est que grâce aux technologies de l'IA, depuis à peu près 2 ans, on observe une diminution. On avait une croissance qui était avant de cette fraude électronique d'à peu près 20% par an. Et là, on est passé en dessous de 15% par an d'augmentation. Donc, on sent qu'il y a une maîtrise du sujet, que toutes ces technologies qui commencent à être déployées permettent vraiment de faire baisser la fraude. Plus l'éducation des particuliers et des entreprises. Hein. Maintenant, la cyberattaque est connue par les entreprises, elle se protège de plus en plus. Et pour les clients, on sait qu'il faut être prudent quand on met sa carte de crédit ou quand on va sur un site. On sait qu'il faut être sur un site HTTPS ou vérifier si le site est vraiment celui où on veut aller. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences notables en Europe entre les pays? Est-ce que la France est plus visée que d'autres ou moins? Non, en Europe, c'est très flat. On est à peu près tous pareils, Europe du Sud, Europe du Nord. Il y a un seul pays qui fait exception, mais je crois qu'on ne le considère plus comme dans l'Europe, c'est le Royaume-Uni, qui a un chiffre plus important, comme aux États-Unis. Donc on voit que les pays anglo-saxons, États-Unis et Angleterre, enfin Royaume-Uni, sont beaucoup plus élevés dans ces chiffres, que ce soit sur le physique ou l'e-commerce. C'est quand même à peu près 10 points de différence. Hein. Ils sont 10 points au-dessus de nous sur ça. Et ce qu'on remarque également, c'est une inversion des chiffres. Le vol en commerce physique aux États-Unis et en Grande-Bretagne est plus élevé que dans le reste de l'Europe ou en Europe. Et inversement, l'e-commerce est mieux maîtrisé qu'en Europe. Il y a moins de fraude en proportion, en pourcentage. Je pense que c'est parce qu'ils ont déployé des solutions technologiques avant nous. Comme d'habitude, ils essayent plus vite de mettre en œuvre des solutions. Donc, les États-Unis ont été plus efficaces sur cette partie-là. Par contre, le vol en point physique, notamment aux États-Unis, on en a beaucoup entendu parler, notamment lié à la loi, puis après le Covid. Il y a eu des vols massifs dans les magasins, c'est-à-dire que les gens entraient, prenaient ce qu'ils voulaient et ressortaient, et les vigiles n'avaient pas le droit de les arrêter. Donc, on a eu un mouvement assez étonnant, c'est qu'en allant aux États-Unis maintenant, vous avez beaucoup de produits qui sont sous clé, et pas des produits de luxe. Hein. Je parle de déodorants, de produits de consommation quotidienne qui sont sous clé et où il faut demander à les libérer. Donc, voilà, on a quand même ces deux différences culturelles qui sont assez importantes. Alors, maintenant, on va pouvoir parler des solutions et notamment de l'intelligence artificielle. Alors, je suppose que les techniques varient en fonction des points de vente ou du e-commerce et peut-être qu'on peut les serrer et que vous nous parliez. Et puis, on fera une petite aparté sur l'intelligence artificielle générative qui est, elle, comme vous le dites, très particulière. Si on prend le point de vente physique, on voit qu'il y a eu 2 époques ou 2 différents systèmes. Auparavant, l'intelligence artificielle était basée sur la donnée, et plus on avait de données, et plus cette intelligence artificielle apprenait et était capable de ressortir des schémas qu'elle avait déjà vus. Ça a un peu changé dans la mesure où maintenant ça s'appuie plutôt sur des définitions d'attitudes, de mouvements qu'on a pu reproduire. Et donc aujourd'hui, on a par exemple des solutions qui ont enregistré 100 attitudes différentes humaines qui permettent à 99,5% de savoir l'intention de la personne. Donc à partir de ce qu'on appelle des patterns, donc des attitudes, on est capable de dire, avec le système de caméra en magasin et cette intelligence artificielle, de dire si la personne a une intention d'achat, une intention de vol ou juste une intention de se balader. Donc pas d'intention d'achat, mais
Voilà, donc ça c'est important. On a pu la coupler il y a un peu plus de 18 mois avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc ça va ensemble, hein, mais c'est des tâches au-dessus. Et là, en fait, cette intelligence artificielle est capable de générer des actions. Donc c'est souvent des actions de promotion sur site physique, ce qui permet en fait d'avoir un sans couture entre l'expérience e-commerce et l'expérience en magasin. Dorénavant, grâce à des écrans, grâce à son téléphone mobile et cette intelligence artificielle, par rapport à votre attitude, on peut vous pousser des informations, on peut vous pousser des conseils. Si par exemple vous êtes devant un rayon de lait maternel dans un supermarché, que vous hésitez, voilà, par rapport à vos attitudes d'hésitation, l'intelligence artificielle va vous dire quel âge a votre enfant, quel type de lait vous recherchez et va vous conseiller par rapport à ces informations. Peut vous donner des recettes si c'est pour un aliment, si c'est pour de la cosmétique, vous pouvez essayer en virtuel pour des vêtements également. Ça génère aussi des promotions adaptées à la personne en face, c'est-à-dire que si vous avez déjà une carte de fidélité, elle peut vous générer tout de suite un coupon de réduction sur l'article que vous êtes en train de regarder. Voilà, donc des actions de marketing et de merchandising qui auparavant se faisaient sur Internet de façon sur les sites marchands. Vous avez des pop-up en permanence qui vous poussent des choses par rapport à ce que vous recherchez. Mais maintenant, on peut le faire en point de vente physique. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. On connaît bien chez Visionary Marketing la puissance de l'intelligence artificielle générative, mais on sait aussi que des fois, elle part en dérapage incontrôlé. Alors, comment vous faites pour mettre des garde-fous sur ces recommandations clients? Alors déjà, je pense qu'il faut enlever de l'idée que l'humain disparaît. Ce n'est pas un système qui est autonome et qui reste en stand-alone, qui n'a pas besoin d'être cadré ni vérifié. Donc, en permanence, nos ingénieurs et nos directions de marketing vérifient la pertinence des informations qui sont données et également on cadre, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de mots, un lexique qui a été retiré. Il y a des formulations aussi, la façon dont on s'adresse aux gens pour ne pas blesser, pour ne pas être intrusif. Voilà, donc tout ça est piloté. Donc c'est très encadré, c'est très surveillé. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est laissé, comme on pourrait le penser, à la libre volonté de cette IA qui pourrait être intelligente. L'intelligence reste côté humain. Hein. Il y a un contrôle humain avant d'envoyer le message, quoi. Très, très important et c'est quelque chose qui est calibré en permanence, qui est calibré par nous, mais également par les clients. Les messages sont calibrés par rapport à ce que le client veut faire, ce que le client, son intention. Je vous donne un exemple. Actuellement, on travaille sur les salons d'essayage qui sont un point de vol très important. À la fois par les clients, mais aussi par les employés. Le RFID n'apporte pas vraiment de solution. Donc là, on a couplé plusieurs solutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on peut reconnaître si une personne est rentrée en rouge et qu'elle ressort en noir, il y a un problème. Si elle est rentrée, qu'elle faisait à peu près en taille 1,40 et qu'elle sort un peu gonflée, il y a un problème. Son attitude aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc tout ça vient apporter, mais c'est toujours le client qui décide où il met le curseur. Il y a les lois aussi qui encadrent, hein, on ne reconnaît jamais les visages. Tout ça est encadré par les lois de GDPR. C'est très encadré. C'est vraiment pas une technologie laissée libre et sans intelligence humaine. On voit qu'il y a des cas d'usage qui sont très intéressants, y compris sur le point de vente. Et finalement, on ramène un peu l'intelligence qu'on mettait sur les sites web sur le point de vente. Est-ce que vous pouvez nous citer, en dehors des quelques exemples que vous venez de nous citer, quelques exemples frappants dans des enseignes françaises? Je ne suis pas sûr que j'ai le droit de citer. En les anonymisant, par exemple. Donc, par exemple, une marque allemande très connue qui est rouge qui est bleu et jaune, qui commence par un L et qui termine par un L. On a déployé des solutions justement anti-vol et notamment sur les caisses qui permettent de reconnaître à la fois les fruits et les légumes
de façon vraiment pertinente. Mais également, si vous prenez une bouteille de vin et que vous changez ou vous collez une étiquette ou un code barre qui n'est pas le bon, ça peut vous dire c'est du vin ou du coca. Voilà, donc aujourd'hui, on a réussi à faire baisser les vols de 60%. Et je dirais que non seulement l'outil permet de faire ça, mais également la communication. À partir du moment où on communique dans un magasin qu'il y a ces systèmes déployés, que ce soit pour les employés ou pour les clients, on observe déjà une baisse d'à peu près 20%. Sans que le système, on a fait des tests aveugles, hein, sans que le système soit déployé. Et après, on voit son efficacité quand on atteint moins 60%. Voilà, donc le fait de pouvoir s'assurer que des cerises sont bien des cerises et ce n'est pas du raisin, qu'une bouteille de vin est bien celle qu'on achète et pas une moins chère, et que ce n'est pas une bouteille de coca, voilà, tout ça, ça fonctionne et c'est aujourd'hui déployé. Comment ça fonctionne concrètement? Je vais acheter mes cerises et j'ai collé une étiquette de pêche dessus, j'arrive à la caisse et là, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, si c'est une caisse automatique déjà, donc la solution est déployée, il y a une caméra au-dessus qui a été couplée à des senseurs qui permettent de mesurer non seulement le poids, mais la typologie si c'est quelque chose de ferme ou de moins ferme, et puis la couleur. Au travers des caméras, on a fait énormément de progrès, donc on peut reconnaître la couleur et la densité d'un produit. Donc, une pêche est plus grosse qu'une cerise, donc ça, tout de suite, ça se voit. Mais ce qui est encore plus fin, c'est entre du raisin et des cerises. Parce qu'on pourrait penser que la taille est à peu près la même, mais là, la couleur trahit. Donc, à peu près à 92%, il n'y a pas d'erreur. Et on se rend compte que c'est quelque chose de très, très fréquent. Alors qu'il y ait intention ou pas, c'est une fraude qui est très fréquente. Sur des bouteilles, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'en stock, le système a toutes les images du produit. Et donc, sur une bouteille où on aurait, par exemple, collé une autre étiquette, un code barre, il ne va pas reconnaître l'étiquette du vin, par exemple. C'est une étiquette globale, sa forme, parce que des fois, les bouteilles de vin ont des formes différentes suivant de la région d'où elles viennent. Donc, il va dire qu'il y a un problème. C'est un mismatch entre la forme, moi, ce que j'ai en base et ce que la personne a scanné. Voilà. Et c'est la même chose en caisse physique. C'est-à-dire que ça évite aussi à certains employés, puisqu'on voit que c'est 40% de la fraude également, de passer des produits qui ne seraient pas les bons ou d'oublier de passer un produit. Si un caissier oublie de passer un produit, une alarme retentit. Voilà. Oui. À partir d'un certain nombre d'alarmes, il y a une intervention autre humaine. On sait que les fraudes à la caisse se passent dans les 2 dernières heures avant la fermeture. Ça s'accélère énormément à ce moment-là parce qu'il y a plus de monde et on pense que ça va être plus facile à faire passer. C'est là que les systèmes sont boostés, c'est-à-dire que les alarmes sont plus fréquentes, il y a plus de vigilance sur la réconciliation des données et une accélération du processus. Ce qui est très important à chaque fois de garder en tête, c'est que tous ces systèmes sont contrôlés et validés par des êtres humains. Donc, en cas d'erreur, en cas de problème, il y a toujours l'intervention humaine qui permet soit de s'excuser, soit de revenir sur une identification qui n'était pas la bonne. C'est très important de garder ça en tête pour que les gens comprennent bien que ça les protège, mais ça protège le commerce, mais aussi eux, mais que évidemment ce n'est pas inhumain. Il y a toujours un être humain autour. C'est très clair pour le point de vente. Peut-être une dernière question pour la route. On a parlé de e-commerce tout à l'heure. On a vu qu'en France, on n'était pas très performant sur la fraude en e-commerce. Alors, comment ces systèmes d'IA et peut-être d'IA générative couplés à des IA moins génératives peuvent-ils permettre de réduire ce gap qu'on a par rapport aux pays anglo-saxons? Alors, quand on déploie sur nos systèmes, sur les systèmes d'encaissement notamment d'e-commerce, on voit que souvent, ce sont les mêmes montants de fraude qui sont répertoriés. Donc, ça, l'intelligence artificielle peut recouper. Ça vient souvent des mêmes sites. Ça vient souvent des mêmes zones géographiques. Donc, ça lève des alertes. Souvent, il y a un premier échec au passage de la carte bleue ou du paiement. Et donc, tous ces éléments, l'intelligence artificielle les compile et lève des alertes.
bloque soit le paiement, soit avertit votre banque, et ça peut vous arriver que parfois votre banque vous appelle en disant « Est-ce que c'est bien vous qui êtes à l'initiative de ce… » Voilà. Et ça, c'est parce que c'est l'intelligence artificielle qui a recroisé les informations. La puissance de calcul est telle qu'aujourd'hui, c'est difficile de passer à travers. Et on a aussi, les banques ont joué le rôle. Maintenant, il est très difficile de pouvoir faire un achat sur Internet ou en e-commerce sans avoir un code que vous recevez sur votre mobile ou sur votre adresse email de vérification. Si l'opération ne peut pas être aboutie, elle déclenche tout de suite une alarme de fraude. Donc, on va dire que tous les acteurs ont joué leur rôle. L'intelligence artificielle, avec sa puissance, permet de recouper les informations et de détecter les fraudes. Les banques ont joué leur jeu en sécurisant encore avec l'identification et l'authentification. Et puis, en fait, il y a un dernier point qui est côté commerçant. Les attaques cyber sont devenues tellement communes et tellement vulgarisées, surtout dans la presse, qu'aujourd'hui, le taux d'équipement cyber, anti-cybercriminalité est très élevé. Tous les commerces, même les plus petits sites sont équipés de solutions et elles permettent donc d'éviter les attaques, de se faire voler leurs fichiers clients, d'éviter le phishing. Voilà, donc on va dire que tous les acteurs ont joué leur part et l'intelligence artificielle est venue, je dirais, accélérer la performance. Donc finalement, peut-être que le moment où la fraude va disparaître, ou moins la fraude au paiement, est peut-être pas si loin que ça. Je pense qu'on n'est pas si loin, d'autant plus qu'on développe de nouvelles technologies, notamment d'empreintes, soit rétine, soit même de la paume de la main. Dorénavant, probablement que beaucoup de sites d'e-commerce ou de PC, de laptops seront équipés. Nous, dans nos immeubles partout dans le monde dorénavant, mais c'est aussi en partenariat avec Ingenico, on a développé un système qui reconnaît uniquement la palme de la main parce que le système veineux est différent d'individu à individu. Et on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas, comme un œil, faire avec une photo, un visage aussi avec une photo. Là, ce n'est pas possible. Donc, entre la chaleur de la paume de la main plus son système veineux, c'est un système ultra sécurisé. Et je pense que ça permettra de faire encore diminuer cette fraude. Eh bien, merci Gilles Belaoui pour cette bonne nouvelle et bonne journée. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.